Je voulais juste passer un week-end tranquille dans ma maison de plage. Mais le mari de ma sœur était déjà là avec toute sa famille et a hurlé, « Qu'est-ce que ce parasite fait ici? Fous le camp d'ici. » J'ai souri et j'ai dit, « Bien sûr, je pars. » Mais ce qui s'est passé ensuite lui a fait regretter d'avoir jamais dit ça. « Qu'est-ce que ce parasite fait ici? Fous le camp d'ici. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle en plein visage. Je suis resté figé sur le seuil de ma propre maison de plage, mon sac de week-end pendant toujours à mon épaule, fixant mon beau-frère. Son visage était tordu de mépris, son doigt pointé vers moi comme si j'étais une intruse indésirable. Derrière lui, je pouvais voir ses parents, ses deux frères, et ce qui semblait être une famille élargie avachie sur mes meubles. Buvant dans mes verres, leurs chaussures jetées sur mon tapis blanc. Je m'appelle Claire et j'ai 32 ans. Je travaille comme biologiste marine à Charleston, en Caroline du Sud, où j'ai passé la dernière décennie à construire une carrière dont je suis fier. La maison de plage où je me faisais actuellement hurler dessus n'était pas n'importe quelle propriété. C'était la mienne. Je l'avais achetée il y a 3 ans avec l'argent que j'avais économisé et investi avec soin, une récompense pour des années de travail acharné et de sacrifice. Elle se trouvait juste sur la côte près de Myrtle Beach, à 2 heures de route de Charleston, et c'était mon sanctuaire. Mais en regardant le visage furieux de mon beau-frère, on aurait dit que c'était moi qui violais la propriété. « Pardon » ai-je réussi à dire, ma voix stable malgré la rage qui montait dans ma poitrine. « Tu m'as entendu » a-t-il lancé. Il s'appelait Kevin et était marié à ma sœur aînée, Jennifer, depuis 5 ans. Nous avons une réunion de famille ici. Personne ne t'a invité. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Kevin, c'est ma maison. J'en suis la propriétaire. Ouais. Eh bien, Jennifer a dit qu'on pouvait l'utiliser ce week-end, a-t-il rétorqué. Ses bras croisés sur sa poitrine. Alors, à moins que tu veuilles gâcher le bon temps de tout le monde, tu devrais partir. J'ai regardé par-delà lui, cherchant ma sœur. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, refusant de croiser mon regard. Elle savait. Elle savait pertinemment que je prévoyais de venir ici ce week-end parce que je le lui avais mentionné il y a à peine 2 jours lors du dîner d'anniversaire de notre mère. Elle avait souri et hoché la tête. M'avait dit de passer un bon moment, puis avait apparemment distribué les clés à toute la famille de Kevin comme si c'était une sorte de location de vacances. Jennifer, ai-je appelé, ma voix perçant le brouhaha de la famille de Kevin. On peut parler? Elle a finalement levé les yeux, son expression soigneusement neutre. Claire, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Tu es toujours si occupée par ton travail. Je t'ai dit que je venais. J'ai spécifiquement dit que j'avais besoin de ce week-end pour décompresser. Elle a haussé les épaules. Un geste si désinvolte qu'il a fait bouillir mon sang. Eh bien, la famille de Kevin avait besoin d'un endroit où loger, et cette maison reste vide la plupart du temps. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas, tu t'es trompé. Kevin s'est approché, la mâchoire serrée. Écoute, on a 15 personnes ici qui ont conduit des heures pour arriver à cet endroit. Tu es une seule personne. Fais le calcul. Retourne simplement à Charleston et reviens le week-end prochain. Je l'ai regardé fixement, l'audace suintant de chacun de ses mots. Sa famille regardait maintenant, certains semblant mal à l'aise, d'autres souriant d'un air narquois comme si c'était divertissant. La mère de Kevin secouait même la tête en me regardant comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Quelque chose a changé en moi. J'avais passé toute ma vie à être celle qui arrangeait tout le monde. La sœur qui ne faisait pas de vagues, la fille qui maintenait la paix. J'avais prêté de l'argent à Jennifer quand elle et Kevin avaient des difficultés avec leur hypothèque. J'avais gardé leurs enfants d'innombrables fois sans me plaindre. J'avais même aidé le frère de Kevin à déménager l'été dernier, passant un samedi entier à transporter des cartons sous une chaleur de 38 degrés Celsius. Et c'était ainsi qu'il me remerciait. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui vient quand vous réalisez que vous en avez fini d'être gentille. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je pars. Kevin a eu l'air surpris, comme s'il s'attendait à plus de résistance. Bien. Enfin un peu de bon sens. Je me suis tourné vers la porte, puis j'ai fait une pause. Juste pour être clair, Kevin, tu es en train de dire que tu veux que je quitte ma propre propriété? C'est exactement ce que je dis. Et Jennifer, tu es d'accord avec ça?
Ma sœur ne voulait plus me regarder. Ce n'est qu'un week-end, Claire. Ne sois pas dramatique. J'ai hoché la tête lentement, mon esprit parcourant déjà tout ce que je devais faire. D'accord, alors. Profitez bien de votre week-end. Je suis sorti, laissant la porte ouverte derrière moi. En montant dans ma voiture, j'ai pu entendre des rires provenant de la maison. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que j'allais simplement me laisser faire et accepter cette humiliation. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai conduit exactement 3 minutes sur la route avant de m'arrêter sur le parking d'une station-service. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon avocat, puis à mon gestionnaire immobilier, puis à quelqu'un d'autre que j'espérais ne pas avoir besoin de contacter. Quand j'ai eu fini, il commençait à faire nuit. Je me suis assise dans ma voiture, regardant le soleil sombrer dans l'océan et je me suis permis un moment de doute. Allais-je vraiment faire ça? Allais-je vraiment brûler tous les ponts avec ma sœur pour une maison de plage? Puis je me suis souvenu du visage de Kevin, du mépris dans sa voix, de la façon dont Jennifer était restée là sans rien dire et l'avait laissé m'humilier. Oui, j'allais absolument faire ça. Et il regretterait de m'avoir traité comme si je ne comptais pas. En grandissant, Jennifer et moi avions été proches. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle avait 3 ans de plus, la fille aînée qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. J'étais la discrète, la gamine studieuse qui passait plus de temps à étudier la vie marine qu'à aller à des fêtes. Nos parents nous aimaient toutes les deux, mais Jennifer semblait toujours briller plus fort, occuper plus d'espace dans chaque pièce. Je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. J'avais tracé mon propre chemin, et j'étais fier de ce que j'avais accompli. Après avoir obtenu mon doctorat en biologie marine, j'avais décroché un poste à l'aquarium de Caroline du Sud, où je me concentrais sur la conservation des tortues de mer. Le travail était enrichissant, le salaire décent, et j'avais réussi à économiser assez pour acheter la maison de plage comptant lorsqu'une opportunité de saisie s'était présentée il y a 3 ans. La maison avait besoin de travaux, beaucoup de travaux. J'avais passé tous mes week-ends pendant 6 mois à la rénover, à peindre les murs, à remplacer les installations, et à la transformer d'une propriété négligée en quelque chose de magnifique. Jennifer était venue la visiter une seule fois pendant cette période, avait regardé autour d'elle pendant 10 minutes et avait dit que c'était « mignon ». C'est tout. Aucune offre d'aide, aucune reconnaissance de l'effort que j'avais fourni. Pourtant, je lui avais donné un double des clés. C'était ma sœur. Je lui faisais confiance. Cette confiance avait clairement été mal placée. J'ai pris une chambre dans un hôtel à environ 30 km de la maison de plage, une chaîne de milieu de gamme propre et calme. Après m'être installé, j'ai commandé à emporter et j'ai étalé tous mes documents sur le lit. Acte de propriété, papier d'assurance, une copie de l'accord d'accès que j'avais stupidement signé quand Jennifer m'avait demandé si elle pouvait emprunter la maison juste pour les urgences. J'avais été trop généreuse, trop confiante. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Jennifer. Pourquoi es-tu si difficile? Ce n'est qu'un week-end. La famille de Kevin pense que tu es folle. J'ai fixé le message, la mâchoire crispée. Elle avait l'audace de me faire passer pour la méchante dans cette situation. Elle avait donné accès à ma propriété sans demander. Laissé son mari me hurler dessus dans ma propre maison. Et maintenant, c'était moi la difficile. J'ai répondu, on en parlera plus tard. Sa réponse a été immédiate. Ne fais pas ta reine du drame. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis retourné à Charleston pour rencontrer mon avocat. Il s'appelait Gregory, et nous avions travaillé ensemble quand j'avais acheté la maison. C'était un homme calme et méthodique d'une 50aine d'années qui a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais la situation. Donc, ils occupent actuellement votre propriété sans votre permission, a-t-il dit en prenant des notes. Oui, ma sœur a une clé, mais je ne lui ai jamais donné la permission de laisser d'autres personnes y séjourner, surtout pas pour un week-end entier. Et votre beau-frère vous a verbalement ordonné de partir devant au moins 15 témoins. Grégory s'est adossé à sa chaise, son expression pensive. Vous avez plusieurs options ici. L'option nucléaire serait d'appeler la police et de les faire tous expulser pour violation de propriété. Mais étant donné que votre sœur a une clé et vraisemblablement une permission implicite d'être là, cela pourrait devenir compliqué. Quelle est l'autre option? Il a souri légèrement.
Nous allons les mettre très, très mal à l'aise. Je me suis penché en avant. Je vous écoute. Au cours de l'heure suivante, Grégory a exposé un plan à la fois élégant et dévastateur. Cela demanderait une certaine coordination, une action rapide et une volonté de suivre le plan jusqu'au bout. Quand il a fini d'expliquer, il m'a regardé sérieusement. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Votre relation avec votre sœur pourrait être endommagée de façon permanente. J'ai pensé au visage de Jennifer. La façon dont elle avait refusé de me défendre, la façon dont elle avait balayé mes sentiments comme s'ils ne signifiaient rien. J'ai pensé au ricanement de Kevin, à sa conviction qu'il pouvait me traiter comme il le voulait parce que j'avais toujours été trop poli pour me battre. J'en suis sûr. Alors, mettons-nous au travail. À midi, les choses étaient en mouvement. J'avais passé les appels nécessaires, signé les documents nécessaires et tout mis en place exactement comme Grégory me l'avait indiqué. La beauté de la chose était que tout était parfaitement légal, parfaitement dans mes droits en tant que propriétaire. Je ne faisais rien de mal. J'appliquais simplement mes droits de propriété d'une manière que Kevin et Jennifer n'avaient pas anticipée. Je me suis rendu dans un café près de la plage, j'ai commandé un grand café glacé et j'ai attendu. Grégory m'avait dit que cela prendrait quelques heures pour que tout se mette en place. J'ai profité de ce temps pour réfléchir à la suite, à la réaction de ma famille, à savoir si je faisais une terrible erreur. Mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé à vibrer de messages. Ma mère, mon père, Jennifer, même Kevin. Ils exigeaient tous de savoir ce que je faisais, pourquoi j'étais si déraisonnable, pourquoi je ne pouvais pas simplement les laisser passer ce week-end. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'est excusé pour ce qui s'était passé. Ils voulaient juste que je cède, que je redevienne la Claire arrangeante qu'ils avaient toujours connue. Cette Claire était partie. À 15 heures, mon téléphone a sonné. C'était Grégory. C'est fait, a-t-il dit simplement. Tout. Il devrait recevoir la nouvelle à peu près maintenant. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans ma voiture et j'ai attendu l'explosion que je savais imminente. Cela a pris exactement 12 minutes. L'appel de Jennifer est arrivé en premier. Sa voix était stridente de panique. Claire, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Le courant vient de couper. Et l'eau. Il n'y a plus d'eau. J'ai gardé ma voix calme. De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiote. Les services publics sont coupés. Kevin a essayé d'appeler la compagnie d'électricité et ils ont dit que le titulaire du compte avait demandé une suspension temporaire du service. Eh bien, je suis la titulaire du compte, ai-je dit raisonnablement, et j'ai bien fait cette demande. Comme je n'utilise pas la propriété ce week-end, je ne voyais aucune raison de continuer à payer pour des services publics que des invités non autorisés utilisent. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons 15 personnes ici. Les parents de Kevin sont âgés. Tu vas les laisser sans électricité ni eau. Je ne les laisse nulle part. Ils sont libres de quitter ma propriété quand ils le souhaitent. En fait, c'est ce que Kevin m'a dit de faire hier, n'est-ce pas? Fous le camp. Eh bien, maintenant ils peuvent suivre leurs propres conseils. C'est de la folie. Maman et papa vont entendre parler de ça. Bien. Assure-toi de leur raconter comment tu as donné accès à ma propriété sans demander et comment Kevin m'a hurlé de quitter ma propre maison. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par cette partie de l'histoire. Jennifer a émis un son étranglé et a raccroché. Je suis resté là, ressentant un étrange mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'étais allé trop loin. Mais une plus grande partie de moi ressentait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du pouvoir. J'avais passé tant d'années à être celle qui faisait des compromis, qui se pliait pour rendre tout le monde heureux. Pour une fois, c'était moi qui prenais les décisions. Kevin a appelé ensuite. Sa voix n'était que pure rage. Espèce de garce pleine de méchanceté. Tu sais ce que tu as fait? Ma mère a un problème cardiaque. Elle doit être dans un environnement frais. Alors peut-être devrais-tu l'emmener quelque part où il y a la climatisation. Peut-être un hôtel. J'entends dire qu'il y en a plusieurs de bien dans le coin. C'est de ta faute. Tu mets la santé des gens en danger parce que tu fais une sorte de caprice. Non, Kevin.
Tu as mis la santé des gens en danger quand tu as décidé d'occuper ma propriété sans permission et sans t'assurer d'avoir un accès correct aux services publics. C'est de ta faute, pas de la mienne. Jennifer va arranger ça. Elle appelle la compagnie d'électricité en ce moment même. Elle peut appeler qui elle veut. Les services publics sont à mon nom. La maison est à mon nom. Et seul moi peux autoriser la reconnexion. Et je ne le ferai pas tant que vous serez là. On va te poursuivre en justice pour ça. Pourquoi? Pour avoir exercé mes droits de propriétaire. Bonne chance avec ça. Mais pendant qu'on parle de questions juridiques, tu devrais savoir que j'ai déposé une plainte officielle pour violation de propriété auprès du shérif du comté. Vous avez jusqu'à 18h ce soir pour quitter les lieux. Après cela, toute personne restante sera expulsée par les forces de l'ordre. Il a commencé à bafouiller, mais j'ai raccroché. Mes parents ont appelé ensemble, en haut-parleur. Je pouvais entendre la déception dans la voix de ma mère. Claire, ma chérie, ça ne te ressemble pas. Ne pouvons-nous pas tous nous calmer et régler ça? Il n'y a rien à régler, maman. Jennifer a donné accès à ma propriété sans demander. Kevin m'a ordonné de quitter ma propre maison. J'applique simplement mes droits de propriété. Mais c'est si extrême, a dit mon père. Couper l'électricité et l'eau, impliquer la police. Ne peux-tu pas simplement les laisser finir le week-end? Laisseriez-vous des étrangers séjourner dans votre maison sans votre permission? Jennifer n'est pas une étrangère. C'est ta sœur. Une sœur qui ne me respecte clairement pas, ni ma propriété. Elle a eu une chance de s'excuser, de réparer les choses, et à la place, elle m'a traité de dramatique. Alors, non, papa. Je ne reculerai pas, la voix de ma mère est devenue suppliante. Et la famille? Et maintenir la paix? Et moi? Et le fait que je n'ai été que généreuse avec Jennifer et Kevin? Et c'est comme ça qu'ils me traitent. Quand est-ce que quelqu'un prend ma défense? Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. À 17h30, je suis retourné à la maison de plage. Je me suis garé un peu plus loin dans la rue, d'où je pouvais voir l'allée sans être immédiatement visible. Les voitures étaient en train d'être chargées. Des gens transportaient des sacs et avaient l'air manifestement mécontents. Le père de Kevin était rouge de colère et gesticulait sauvagement en parlant au téléphone. Kevin lui-même transportait une glacière jusqu'à son camion, son expression meurtrière. Jennifer se tenait sur le porche, les bras enroulés autour d'elle, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Une partie de moi voulait avoir pitié d'elle. Nous avions grandi ensemble, partagé des secrets, ri jusqu'à en pleurer. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage la veille. La façon dont elle avait rejeté mes sentiments. La façon dont elle avait choisi la commodité de Kevin plutôt que ma dignité. Parfois, les gens vous montrent qui ils sont vraiment, et vous devez les croire. À 18h précises, une voiture de patrouille du shérif est arrivée dans l'allée. L'adjoint est sorti, a parlé brièvement avec Kevin, puis a commencé à faire sortir les gens. Il n'y a pas eu de drame, pas d'arrestation, juste une insistance ferme pour que tout le monde parte immédiatement. J'ai regardé la dernière voiture s'éloigner. Jennifer sur le siège passager du camion de Kevin, sans regarder en arrière. L'adjoint a vu ma voiture et s'est approché. « C'est vous, la propriétaire ? » « Oui, monsieur. » « Ils sont tous partis. Vous devriez vérifier la propriété pour tout dommage. Peut-être changer les serrures. »« Merci. Je le ferai. » Il a hoché la tête et est parti. Je suis resté assise là encore 10 minutes, laissant la réalité s'installer. Je l'avais fait. J'étais vraiment allé jusqu'au bout. Ma famille était furieuse. Ma sœur me détestait probablement, et j'avais brûlé des ponts que je ne pourrais jamais reconstruire. Mais en entrant dans ma propre allée, en déverrouillant ma propre porte et en entrant dans ma propre maison, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pour la première fois depuis des années, je m'étais défendu, et c'était sacrément bon. La maison était un désastre. J'ai traversé lentement, documentant tout avec l'appareil photo de mon téléphone. Des taches de vin rouge sur le tapis blanc du salon, des brûlures de cigarettes sur la rampe de la terrasse, même si j'avais une politique claire de non-fumeur. La cuisine était un désordre de vaisselle sale, de bouteilles de bière vides, et de ce qui ressemblait à une tentative ratée de cuisiner des crevettes. Les carapaces étaient éparpillées sur mes comptoirs en granit. Mais c'est l'étage qui m'a fait bouillir de colère.
Quelqu'un avait été dans ma chambre, dans mon espace privé. Le lit était défait, les draps que j'avais soigneusement lavés et repassés, maintenant tordus et tachés. La porte de mon placard était ouverte, et je pouvais voir que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Une boîte à bijoux que je gardais sur ma commode était ouverte et j'ai immédiatement vérifié si le collier de perles de ma grand-mère y était. Il avait disparu. Je suis resté là, fixant l'espace de velours vide où il aurait dû se trouver, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce collier était la seule chose qui me restait de ma grand-mère. La femme qui m'avait vraiment comprise, qui avait encouragé mon amour pour la science quand tout le monde pensait que c'était bizarre. Elle me l'avait donné sur son lit de mort, l'avait pressé dans ma main et m'avait dit de rester curieuse, de rester forte, et maintenant il avait disparu. J'ai appelé Jennifer immédiatement. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix lasse. Quoi encore, Claire? Le collier de perles de ma grand-mère a disparu. Quelqu'un l'a volé. C'est ridicule. Personne n'a rien volé. Il était dans ma boîte à bijoux hier, et maintenant il n'y est plus. Qui était dans ma chambre? Je ne sais pas. Peut-être que tu l'as égaré. Mon rire était amer. Bien sûr. J'ai égaré un collier qui ne quitte jamais ma commode. Jennifer, je dépose une plainte à la police. Tu n'oserais pas, regarde-moi bien. Soit ce collier réapparaît demain matin, soit je porte plainte contre tous ceux qui étaient dans cette maison. J'ai des noms. J'ai des photos. Je rendrai cette affaire aussi publique et aussi laide que nécessaire. Elle est restée silencieuse un moment. Tu as changé, Claire. Tu étais gentille avant. Non, Jennifer, j'étais un paillasson. Il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé la ligne de police non urgente. Une agente est arrivée en moins d'1 heure. Une femme nommée l'adjointe Walsh, qui a pris ma déclaration et photographié les dégâts. Elle était professionnelle, sympathique, et quand j'ai mentionné le collier manquant, son expression s'est durcie. Avez-vous des photos de celui-ci? Des documents d'assurance? J'ai les deux, et j'ai une liste de tous ceux qui étaient dans la maison. Bien. Nous aurons besoin de tout ça. Je vais être honnête avec vous, cependant. Prouver qu'il a spécifiquement pris sera difficile, à moins que quelqu'un n'avoue que nous le trouvions en sa possession. Je comprends. Après son départ, j'ai passé 3 heures à nettoyer, à frotter les taches de vin, à laver les draps, à désinfecter les surfaces que des étrangers avaient touchées. À chaque coup d'éponge, ma colère grandissait. Ce n'était plus juste une question de week-end. C'était une question de manque de respect si profond que c'était personnel, calculé. Mon téléphone vibrait constamment. Jennifer, Kevin, ma mère, même la mère de Kevin avait apparemment obtenu mon numéro et laissé un message vocal sur la façon dont j'avais ruiné leur réunion de famille et devrait avoir honte de moi. J'ai écouté chaque message une fois, puis je les ai supprimés. Vers minuit, alors que je finissais enfin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Claire, c'est Mélissa. Mélissa, la sœur cadette de Kevin. Nous nous étions bien entendus les quelques fois où nous nous étions rencontrés, bien que je ne l'ai pas vue depuis plus d'1 an. Mélissa, salut. Écoute, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ce week-end, et je voulais juste te dire que je suis désolé. Ce que Kevin a fait était complètement déplacé. Je me suis affalé sur le canapé, soudainement épuisé. Merci. Ça me touche beaucoup. Il a toujours été comme ça, tu sais, un privilégié. Mes parents l'ont pourri gâté et Jennifer ne fait que l'encourager. Je n'étais pas à la maison de plage, Dieu merci, mais ma mère m'a appelé en fulminant contre toi. Et quand j'ai eu toute l'histoire, j'ai été dégoûté. Tu étais au courant pour le collier? Elle a fait une pause. Quel collier? J'ai expliqué l'histoire des perles de ma grand-mère. Mélissa a juré doucement. Claire, je déteste te dire ça, mais Kevin a des problèmes d'argent, de gros problèmes. Il a fait des investissements qui ont mal tourné, et il se démène pour couvrir les pertes. Jennifer ne sait même pas à quel point c'est grave. Mon estomac s'est noué. Tu penses qu'il l'a pris? Je ne sais pas, mais il est assez désespéré pour que je ne mette pas ça en doute. Il a essayé d'emprunter de l'argent à tout le monde dans la famille. Après que nous ayons raccroché, je suis restée assise dans le noir, digérant cette information. Kevin était fauché.
Cela expliquait pourquoi Jennifer m'avait poussé à lui prêter de l'argent à nouveau le mois dernier, une demande que j'avais refusée après n'avoir jamais été remboursé pour le prêt précédent. Cela expliquait pourquoi ils avaient été si pressés d'utiliser ma maison de plage au lieu de louer leur propre endroit. Mais me voler, c'était une ligne que je n'aurais jamais imaginé qu'ils franchiraient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 2 fois plus de messages textes. La plupart provenaient de membres de la famille exigeant que j'abandonne la plainte, disant que je déchirais la famille, que je devais pardonner et oublier. Personne ne s'est excusé pour ce qui m'avait été fait. Je prenais un café sur la terrasse, regardant le lever du soleil sur l'océan, quand une voiture est entrée dans l'allée. Jennifer. Elle est sortie lentement, l'air de ne pas avoir dormi. « Il faut qu'on parle », m'a-t-elle crié. Je n'ai pas bougé. Alors parle. Elle a monté les escaliers de la terrasse et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre. C'était la sœur avec qui j'avais grandi. Celle avec qui j'avais partagé une chambre jusqu'à ce que je parte à l'université. Celle qui m'avait tressé les cheveux et appris à mettre de l'eyeliner. Celle qui avait jeté tout ça par la fenêtre pour la commodité de son mari. « Je suis désolée », a-t-elle dit, les mots semblant forcés. J'aurais dû demander avant de donner les clés à Kevin. J'aurais dû te défendre quand il t'a dit de partir. Oui, tu aurais dû. Mais Claire, tu as poussé les choses trop loin. La police? Vraiment? Tu vas détruire Kevin pour un collier. Un collier qui appartenait à notre grand-mère. C'était tout ce qui me restait d'elle. Ce ne sont que des bijoux. Ça peut être remplacé. Non, Jennifer, ça ne peut pas. Et le fait que tu ne comprennes pas ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur où nous en sommes. Elle s'est approchée, son expression se durcissant. Si tu poursuis cette affaire, si tu portes plainte, Kevin pourrait perdre son emploi. Il travaille pour la ville. Une accusation de vol le ruinerait. Alors il n'aurait pas dû me voler. Tu ne sais même pas s'il l'a pris. Ça pourrait être n'importe qui. Alors dis-lui de prouver son innocence. Qu'il vide ses poches, sa voiture, sa maison. S'il n'a rien à cacher, il ne devrait avoir aucun problème avec ça. Le visage de Jennifer a rougi. Tu es déraisonnable. Je suis déraisonnable? Je ne suis pas celle qui a volé. Je ne suis pas celle qui a violé la confiance et le foyer de quelqu'un. C'était ton mari, Jennifer. C'était toi en le laissant faire. Bien, a-t-elle craché. Très bien. Tu veux jouer dur? Jouons. Maman et papa vendent leur maison au bord du lac. Ils allaient nous la laisser à toutes les deux à leur mort, mais devine quoi? Ils changent leur testament. Tout me revient maintenant. Tu es complètement déshérité. Ces mots auraient dû me blesser il y a un mois. Ils m'auraient dévasté. Mais debout là, regardant l'expression tordue de ma sœur, je n'ai ressenti qu'une clarté froide. Si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est leur choix. Mais Jennifer, comprends bien ceci. J'en ai fini. J'en ai fini d'être le plan de secours, la personne fiable, celle sur qui on marche parce que je suis trop gentille pour me battre. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Elle m'a regardé fixement un long moment, puis s'est retournée et est partie. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture, et je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste libre. 3 jours après la visite de Jennifer, j'ai reçu un appel de l'adjointe Walsh. Mademoiselle Claire, nous avons eu une avancée dans votre affaire. Pouvez-vous venir au poste? J'y suis allé immédiatement, mon cœur battant la chamade. L'adjointe Walsh m'a accueilli dans une petite salle de conférence, et elle n'était pas seule. Un détective était assis en face d'elle, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants et à la poignée de main ferme. Je suis le détective Barnes. Je crois comprendre que vous avez signalé un vol. Oui, le collier de perles de ma grand-mère. Il a ouvert un dossier. Nous avons reçu un appel intéressant hier. Un tuyau anonyme nous disant de vérifier un prêteur sur gage à North Charleston. Nous avons suivi la piste et nous avons trouvé votre collier. J'ai eu le souffle coupé. Vous l'avez trouvé? Oui. Le propriétaire du prêteur sur gage nous a fourni les images de surveillance et le nom de la personne qui l'a mis en gage. Il a fait glisser une photographie sur la table. C'était Kevin. J'ai regardé l'image,
le visage de mon beau-frère clairement capturé par la caméra alors qu'il remettait le collier de ma grand-mère contre de l'argent. L'horodatage indiquait que c'était le samedi soir, quelques heures seulement après avoir quitté ma maison de plage. C'est lui, ai-je dit, ma voix creuse. C'est mon beau-frère. Le détective Barnes a hoché la tête. Nous avons émis un mandat d'arrêt contre lui. Vol qualifié. Compte tenu de la valeur estimée du collier à 4 000 $, il sera arrêté dans les prochaines 24 heures. 4 000 $. Je l'avais fait évaluer il y a 2 ans pour l'assurance. N'imaginant jamais que j'aurais besoin de cette information pour quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous montons un dossier. Les images du prêteur sur gage sont une preuve solide. Et nous avons votre témoignage sur qui avait accès à la propriété. S'il n'a pas d'explication solide sur la façon dont il est entré en possession de votre collier, cela ira probablement en procès. J'ai quitté le poste en me sentant engourdi. C'était vraiment en train d'arriver. Kevin allait être arrêté. Ma famille allait imploser. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la méchante dans tout ça. Celle qui ne pouvait pas simplement laisser les choses passer. Mon téléphone a sonné avant même que je n'atteigne ma voiture. Ma mère, sa voix tremblante. Claire, qu'as-tu fait? Bonjour à toi aussi, maman. La police vient d'appeler Jennifer. Ils arrêtaient Kevin. Ils ont dit que tu avais porté plainte. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte et j'ai pris une profonde inspiration. Maman. Kevin m'a volé. Il a pris quelque chose d'irremplaçable et l'a mis en gage contre de l'argent. Qu'est-ce que tu attendais de moi? De laisser tomber. La famille est plus importante que les choses. Vraiment? Parce que de mon point de vue, Kevin ne pensait pas que la famille était importante quand il me volait. Jennifer ne pensait pas que la famille était importante quand elle a donné ma maison sans demander. Et tu ne penses pas que la famille est assez importante pour même me demander si je vais bien? Si je suis blessé par tout ça? Bien sûr que tu es blessé, mais tu ne fais qu'empirer les choses. Kevin a 2 enfants. Tu vas mettre leur père en prison. Non, maman. Kevin s'est mis lui-même là où il est quand il a décidé de commettre un crime. Je n'ai pas volé le collier. C'est lui qui l'a fait. Claire-Marie, je suis ta mère et je te dis de retirer ces accusations tout de suite. Quelque chose en moi a craqué. Ou quoi? Tu vas me déshériter? Jennifer m'a déjà dit que vous le faisiez de toute façon. Vous arrêterez de me parler? Très bien, faites-le, parce que j'en ai fini de prétendre qu'être de la famille signifie que je dois accepter d'être traité comme une moins que rien. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. J'ai raccroché et cette fois, j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Jennifer, puis celui de Kevin. Un par un, j'ai parcouru mes contacts et bloqué chaque membre de la famille qui m'avait envoyé des messages haineux ces derniers jours. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ce soir-là, j'étais de retour à la maison de plage, assise sur la terrasse avec un verre de vin. Quand j'ai entendu des pas dans les escaliers, je me suis tendu, prête à prendre mon téléphone pour appeler le 911 si nécessaire. Mais ce n'était que Mélissa. Désolée de débarquer comme ça, a-t-elle dit. J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai bloqué beaucoup de numéros ces derniers temps. Elle m'a fait un sourire triste. Je peux imaginer. Je peux m'asseoir? J'ai fait un geste vers la chaise à côté de moi, et elle s'y est laissée tomber avec un soupir. Kevin a été arrêté ce matin. Jennifer perd la tête. Mes parents sont furieux, et toute la famille t'a pratiquement déclaré ennemi numéro 1. Je m'en doutais. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Kevin s'en est toujours tiré avec tout parce que les gens ont peur de le contrarier. Il était temps que quelqu'un lui demande des comptes. Ça semble être une opinion minoritaire. Seulement parmi les gens qui profitent du mauvais comportement de Kevin. Le reste d'entre nous attendait quelque chose comme ça. Elle a fait une pause. Claire, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Kevin a des problèmes plus graves que juste le collier. Je l'ai regardé. Que veux-tu dire? Quand il a été arrêté, Jennifer a fouillé son bureau. Elle a trouvé des documents, des relevés bancaires, des emails. Kevin détournait de l'argent de son travail. Pas beaucoup à la fois, mais au cours des 2 dernières années, il a pris près de 50 000 $.
J'ai senti ma mâchoire tomber. 50 000 $. Il le dissimulait en manipulant les notes de frais et les paiements aux fournisseurs. Mais maintenant qu'il a été arrêté, son employeur fait un audit. Ils vont tout trouver. Est-ce que Jennifer le sait? Elle le sait et elle essaie de décider si elle doit divorcer ou rester à ses côtés. Mes parents font pression sur elle pour qu'elle reste, pour qu'elle soutienne son mari dans cette période difficile. Mais Claire, je pense qu'elle le voit enfin pour ce qu'il est. Nous sommes restés assis en silence un moment, regardant les vagues déferler. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Que va-t-il lui arriver, ai-je demandé. La prison, probablement. Entre le vol chez toi et le détournement de fonds, il risque gros. Son avocat parle d'une négociation de peine, mais ça ne s'annonce pas bien. Et ses enfants? Jennifer retourne vivre chez nos parents. La maison va être saisie. Kevin ne lui a jamais dit à quel point leurs finances étaient mauvaises. Elle pensait qu'ils s'en sortaient bien, mais il s'avère qu'ils sont noyés sous les dettes. J'aurais dû me sentir vengé. J'aurais dû sentir que justice était faite. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Toute cette situation avait dégénéré bien au-delà d'un week-end volé dans une maison de plage. Des vies étaient détruites. Des familles se fracturaient. Et j'étais au centre de tout ça. Tu penses que j'ai mal agi, ai-je demandé à Mélissa. Elle m'a regardé, son expression sérieuse. Non, je pense que tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Kevin devait faire face aux conséquences. Si ça n'avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre, tôt ou tard. Mieux vaut que ça arrive maintenant, avant qu'il ne vole encore plus. Avant qu'il ne blesse encore plus de gens. Mes parents me détestent. Ils s'en remettront, ou pas. Mais Claire, tu ne peux pas t'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Tu mérites le respect. Tu mérites d'être traité comme si tes sentiments comptaient. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Peut-être que tu n'as pas gagné, mais tu n'as pas perdu non plus. Tu t'es défendu. Ça vaut quelque chose. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de procédures judiciaires et de drames familiales dont je me suis délibérément tenu à l'écart. L'arrestation de Kevin a fait les gros titres locaux, ce qui signifiait que tout le monde savait ce qui s'était passé. La communauté de la biologie marine à Charleston est petite, et je me suis retrouvé à répondre aux questions de collègues et à gérer des conversations gênantes dans la salle de pause. J'ai entendu dire que ton beau-frère a été arrêté, a dit mon partenaire de recherche un matin, essayant de paraître décontracté. C'est exact. Ça doit être difficile. C'est comme ça. Je suis resté discrète et je me suis concentré sur mon travail. Nous étions en pleine saison de nidification des tortues de mer, ce qui signifiait de longues heures à surveiller les plages et à protéger les œufs des prédateurs. Le travail était épuisant mais me ramenait à la réalité. Il y avait quelque chose de clarifiant à passer ces journées à se concentrer sur la préservation et les cycles de vie, sur des espèces qui avaient survécu pendant des millions d'années en s'adaptant au changement. Je devais m'adapter, moi aussi. L'adjointe Walsh m'a appelé un jeudi après-midi avec une mise à jour. L'avocat de Kevin l'avait contacté au sujet de l'affaire du collier, voulant négocier une peine qui impliquerait une restitution et une probation. L'affaire de détournement de fonds allait en procès, mais l'accusation de vol pouvait potentiellement être réglée. Qu'en pensez-vous, lui ai-je demandé. C'est à vous de décider. Si vous voulez poursuivre au pénal, nous avons un dossier solide. Mais si vous acceptiez une restitution et un aveu de culpabilité formel, c'est aussi une option. J'y ai réfléchi. Est-ce que je voulais voir Kevin aller en prison pour m'avoir volé, en plus de ce qu'il risquait pour le détournement de fonds? Est-ce que je voulais ce niveau de vengeance? À quoi ressemblerait la restitution? Il devrait vous payer la valeur totale estimée du collier plus des dommages et intérêts pour les autres dégâts matériels dans votre maison de plage, et il devrait plaider coupable au tribunal, ce qui serait inscrit à son casier judiciaire. Laissez-moi y réfléchir. Ce soir-là, j'ai eu une visite inattendue. Jennifer s'est présentée à mon appartement à Charleston, l'air creusé. Elle avait perdu du poids, ses pommettes étaient saillantes sous ses yeux, et elle semblait avoir vieilli de 5 ans en un mois. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. J'ai failli dire non. Mais quelque chose dans son expression, la défaite dans sa posture, m'a fait m'écarter. Elle est entrée dans mon salon, s'est assise sur mon canapé et s'est immédiatement mise à pleurer. Pas des larmes délicates, mais le genre de sanglots qui viennent d'un endroit profond et brisé. Je suis resté là,
maladroitement, ne sachant pas quoi faire. Finalement, je me suis assise à côté d'elle et j'ai attendu. Je suis désolé, a-t-elle haleté entre deux sanglots. Je suis tellement désolé, Claire. Tu avais raison sur tout, sur Kevin, sur moi, sur tout. Jennifer. Oh, laisse-moi dire ça. J'ai été une sœur terrible. Je t'ai choisi Kevin au lieu de toi, à plusieurs reprises. Et je me suis convaincu que c'était normal parce qu'il était mon mari et que tu étais toujours si forte, si capable. Je pensais que tu n'avais pas besoin de moi comme lui. J'avais besoin de toi. J'avais besoin que tu me soutiennes. Je sais. Je le sais maintenant. Elle a essuyé ses yeux. L'avocat de Kevin m'a tout montré. Le détournement de fonds, les dettes de jeu, les mensonges. Il me ment depuis 2 ans. Nous perdons la maison. Mon crédit est détruit. Ses parents sont furieux contre moi parce que j'envisage de divorcer. Et maman et papa agissent comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal en étant contrarié. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Le collier, a-t-elle continué. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé chez un prêteur sur gage, qu'il allait te faire la surprise de le racheter. Je l'ai vraiment cru. Je l'ai défendu auprès de toi. Et pendant tout ce temps, c'est lui qui l'avait pris. Je sais. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si je mérite le pardon, mais je devais te dire que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ce que j'ai permis, et je suis désolé. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Finalement, j'ai parlé. Je te pardonne. Elle m'a regardé, surprise. Quoi? Je te pardonne. Non pas parce que ce que tu as fait était acceptable, et non pas parce qu'on peut simplement revenir à ce que c'était avant, mais parce que s'accrocher à la colère est épuisant. Et je suis fatigué. Tu es ma sœur. Je t'aime. Mais t'aimer ne signifie pas que je dois accepter d'être maltraité. De nouvelles larmes ont coulé sur ses joues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu te débrouilles dans ta vie. Tu décides si tu restes avec Kevin ou si tu le quittes. Tu te reconstruis, et je fais de même. Je peux t'appeler parfois? J'y ai réfléchi attentivement. Oui, mais Jennifer, les choses sont différentes maintenant. Je ne serai pas ton compte en banque de secours, ni ta babysitter gratuite, ni la personne dont tu te souviens seulement quand tu as besoin de quelque chose. Si nous devons avoir une relation, elle doit être égale. Je comprends, et je ferai mieux. Je te le promets. Après son départ, j'ai appelé l'adjointe Walsh et je lui ai dit que j'acceptais la négociation de peine pour l'affaire du collier. Kevin plaiderait coupable, paierait une restitution et l'aurait à son casier. Cela me semblait suffisant. L'affaire de détournement de fonds se poursuivrait sans mon implication. Et ce qui se passerait là-bas était entre Kevin et son employeur. 2 semaines plus tard, je me tenais dans ma maison de plage, que j'avais fait nettoyer et restaurer par des professionnels. Nouveau tapis dans le salon, peinture fraîche sur les murs, nouvelle serrure sur toutes les portes. J'avais même installé un système de sécurité qui m'alerterait si quelqu'un essayait d'entrer sans autorisation. La maison semblait propre à nouveau. La mienne à nouveau. Je préparais du café dans la cuisine quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Claire, c'est Mélissa. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te faire savoir que Kevin a accepté une négociation de peine pour l'affaire de détournement de fonds. 2 ans en sécurité minimale, 5 ans de probation. Après ça, Jennifer a demandé le divorce hier. Comment va-t-elle? Mieux que prévu. Elle a emménagé dans un petit appartement, a trouvé un travail de réceptionniste médicale. Maman et papa lui parlent à peine parce qu'elle ne soutient pas Kevin, mais honnêtement, je pense qu'elle est mieux sans leur avis. Et toi? Comment vas-tu? Ça va. En fait, je voulais te demander quelque chose. Je prévois un week-end entre filles le mois prochain. Juste moi et quelques amis. Rien de sophistiqué. Tu voudrais peut-être venir? Pas de drame familial, je promets. Juste du temps à la plage et de la bonne compagnie. J'ai regardé l'océan, les vagues roulant sans fin vers le rivage. J'aimerais bien ça, ai-je dit. J'aimerais vraiment ça. Après que nous ayons raccroché,
J'ai pris mon café sur la terrasse et je me suis assise au soleil du matin. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon partenaire de recherche me demandant si je voulais déjeuner, puis un autre d'un collègue m'invitant à une conférence le mois prochain. Ma vie allait de l'avant. Pas la vie que j'avais prévue, pas la structure familiale que j'avais toujours supposé être là, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait entièrement. J'ai pensé à ma grand-mère, à ce qu'elle m'avait dit dans son dernier souffle. Reste curieuse. Reste forte. J'avais fait les deux. J'étais restée forte quand il aurait été plus facile de plier. J'étais restée curieuse de savoir à quoi la vie pouvait ressembler quand on cesse d'accepter des miettes de respect et qu'on exige ce qu'on mérite. Le collier était de retour dans ma boîte à bijoux à l'étage, nettoyé et poli. Mais j'avais appris quelque chose au cours de ces dernières semaines. Je n'avais pas besoin de lui pour me souvenir des leçons de ma grand-mère. Elle faisait déjà partie de moi, tissée dans chaque décision que j'avais prise, chaque limite que j'avais imposée. J'avais perdu une famille qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Mais j'avais trouvé quelque chose de plus important, moi-même. 6 mois après l'arrestation de Kevin, j'ai reçu une lettre du bureau du procureur. Le procès de Kevin pour détournement de fonds s'était conclu, et il avait été condamné à 3 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. La restitution qu'il devait à son employeur dépassait les $200 000, une dette qui le suivrait pour le reste de sa vie. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir que j'ouvrais rarement. La vie avait suivi son cours d'une manière que je n'avais pas prévue. La maison de plage était devenue mon véritable sanctuaire, un endroit où je passais presque tous les week-ends. J'y avais organisé l'anniversaire de Mélissa, plusieurs retraites d'équipe de recherche, et même un petit mariage pour l'un de mes collègues. La propriété que mes parents avaient vue comme quelque chose à exploiter était devenue un symbole de la vie que j'avais construite, une vie basée sur des liens authentiques plutôt que sur des obligations familiales. Mélissa était devenue une véritable amie. Elle avait amené ses amis pour ce week-end qu'elle avait mentionné, et nous nous étions tout immédiatement bien entendus. Grâce à elle, j'avais rencontré des gens qui valorisaient l'authenticité plutôt que l'obligation familiale, qui comprenaient que parfois, la chose la plus saine à faire était de s'éloigner de la toxicité. Jennifer et moi parlions occasionnellement, de brefs appels téléphoniques où elle me tenait au courant de sa vie. Elle avait terminé un programme de certification en codage médical et obtenu un meilleur emploi dans un hôpital. Ses enfants s'adaptaient au divorce, voyant Kevin lors de visites supervisées organisées par la prison. Elle avait cessé d'essayer de justifier son comportement ou de minimiser ce qu'il avait fait. J'étais tellement occupé à le défendre que j'ai oublié de me demander s'il méritait d'être défendu, m'avait-elle dit lors d'un appel. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Nos parents avaient finalement repris contact. Des appels téléphoniques maladroits où ils tournaient autour des excuses sans vraiment en faire. J'avais écouté poliment et gardé la conversation courte. Pardonner était une chose. Oublier en était une autre. Mais c'est un mardi après-midi d'octobre que tout a bouclé la boucle. J'étais à l'aquarium en train de faire une présentation à un groupe d'étudiants en biologie marine quand mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré, me concentrant sur l'explication des schémas de migration des tortues de mer. L'appel est revenu pendant ma pause déjeuner. Bonjour, Claire. C'est l'avocat Hoffman. Je représente Kevin dans ses affaires pénales. Je vous appelle parce qu'il a demandé à vous parler. J'ai failli raccrocher. Pourquoi voudrais-je lui parler? Il dit qu'il a des informations que vous devez entendre sur le week-end dans votre maison de plage. Il dit qu'il y a plus à l'histoire que ce qui est ressorti au tribunal. Il n'y a rien qu'il puisse me dire que j'ai besoin de savoir. Il a spécifiquement mentionné vos parents et Jennifer. Il dit qu'ils étaient plus impliqués que vous ne le pensez. Cela m'a fait hésiter. Impliqués dans quoi? Il ne m'a pas donné de détails. Il insiste pour vous parler directement. Vous n'êtes sous aucune obligation, bien sûr, mais j'ai promis de transmettre sa demande. J'y ai réfléchi un long moment. Si j'accepte, c'est par téléphone uniquement. Je ne lui rendrai pas visite en prison. Compris. Je peux organiser un appel surveillé par l'établissement. Quand cela vous arrangera-t-il? Nous l'avons programmé pour la semaine suivante. L'appel est arrivé le vendredi soir. J'étais à la maison de plage, assise sur la terrasse avec un verre de vin, regardant le coucher du soleil. L'opérateur de la prison nous a connectés, puis la voix de Kevin est arrivée, creuse et fatiguée. Claire, merci d'avoir pris mon appel.
Je suis là. Parle. Il est resté silencieux un moment. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que j'ai fait était mal. Te voler, mentir à Jennifer, le détournement de fonds, tout était mal. Et je ne cherche pas d'excuses, mais ce week-end dans ta maison de plage, ce n'était pas juste mon idée. De quoi parles-tu? Tes parents ont tout planifié. Ta mère savait que tu venais ce week-end-là. Elle a spécifiquement dit à Jennifer de me donner les clés et d'inviter ma famille. Lui a dit de s'assurer que je te confronterais. Mon sang s'est glacé. Tu mens. Non. Ta mère a toujours détesté que tu aies de l'argent, que tu aies cette maison, que tu aies réussi sans leur aide. Elle pensait que si je t'humiliais assez, tu vendrais la maison de plage et partagerais l'argent avec Jennifer. Elle m'a dit exactement quoi dire, comment te pousser à bout. Tout était mis en scène. C'est insensé. Vraiment? Réfléchis-y, Claire. Pourquoi Jennifer aurait-elle simplement donné les clés de ta maison sans demander? Pourquoi toute ma famille était-elle prête à venir ce week-end précis? Ta mère a tout organisé parce qu'elle voulait que tu te sentes petite, que tu te souviennes de ta place dans la hiérarchie familiale. Je me suis levé, faisant les 100 pas sur la terrasse. Même si c'est vrai, tu m'as quand même volé. Tu as quand même pris le collier de ma grand-mère. Je l'ai fait. Et cette partie, c'était entièrement moi. Je l'admets. J'étais désespérément à court d'argent. Et j'ai vu une opportunité. Mais je veux que tu saches la vérité sur la façon dont nous nous sommes retrouvés là en premier lieu. Tes parents m'ont utilisé comme une arme contre toi, et j'ai été assez stupide pour marcher dans leur jeu, pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, à la personne que j'étais, au choix que j'ai fait. Et parce que je pense que tu mérites de savoir que les personnes avec qui tu essaies de reconstruire des relations sont celles qui ont tout orchestré. Après la fin de l'appel, je suis resté assise dans l'obscurité, mon vin intact, digérant ce que j'avais entendu. Si Kevin disait la vérité, et la présence de son avocat sur l'appel suggérait qu'il était honnête, alors mes parents n'avaient pas seulement manqué de me défendre. Ils m'avaient activement piégé pour que je sois humilié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au contact de ma mère. J'avais débloqué son numéro il y a des mois, mais je ne l'avais pas utilisé. Maintenant, j'ai appuyé sur appeler. Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, sa voix prudente. Claire, c'est toi. C'est moi. Il faut qu'on parle. Oh, ma chérie. Je suis si contente que tu appelles. Ton père et moi voulions te contacter, mais nous n'étions pas sûrs si tu étais prête. Étiez-vous impliqué dans la planification de l'incident de la maison de plage? Silence. Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Kevin m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que toi et papa aviez orchestré tout ce week-end, que tu avais spécifiquement dit à Jennifer de lui donner les clés pour vous assurer que je me pointerais et serais confronté. Est-ce vrai? Plus de silence, puis. Kevin est un criminel et un menteur. Tu ne peux rien croire de ce qu'il dit. Réponds à la question, maman. L'as-tu planifié? J'ai peut-être suggéré à Jennifer que la maison était vide et que la famille de Kevin avait besoin d'un endroit où loger. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment ce week-end-là. Tu savais que je venais. Jennifer te l'a dit à ton dîner d'anniversaire. Eh bien, je pensais que tu serais raisonnable à ce sujet. Je pensais que tu comprendrais que la famille avait plus besoin de l'espace que toi. J'ai ri. Un son sans humour. Vous m'avez piégé. Vous vouliez que Kevin m'embarrasse, pour que je me sente assez petite pour faire tout ce que vous demandiez. Ce n'est pas. Claire, tu dois comprendre. Nous étions inquiets pour toi. Tu as été si distante, si concentrée sur ta carrière. Nous pensions que peut-être si tu voyais à quel point la famille comptait, à quel point Jennifer et sa famille avaient besoin de soutien. Vous pensiez que vous alliez me manipuler pour que je renonce à ma propriété. C'est de ça qu'il s'agissait. Ce n'est qu'une maison de plage, Claire. Jennifer a des enfants. Elle a de vrais besoins. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas besoin. Pas besoin de quoi? De respect. De limites. De ma propre propriété que j'ai durement travaillé pour me payer. Tu es dramatique. Non, maman. Je suis clair. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez toujours utilisé. J'étais la responsable.
Celle qui avait sa vie en main. Alors vous m'avez prise pour acquise pendant que vous vous extasiez sur Jennifer et sa vie désordonnée. Et quand je me suis enfin défendu, vous m'avez puni pour ça. Nous n'avons rien fait de tel. Nous avons simplement priorisé les besoins de Jennifer pendant une période difficile. En m'humiliant, en me volant. Kevin t'a volé. Ça n'avait rien à voir avec nous. Mais vous avez créé la situation qui a rendu cela possible. Vous avez ouvert la porte, maman. Vous m'avez mise dans une position où j'étais vulnérable et seul dans ma propre maison, entouré de gens à qui on avait dit que j'étais le problème. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Je pense que tu exagères. J'en ai fini. Quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Fini avec tes excuses. Fini avec ta version de la famille où je n'ai de valeur que lorsque je vous suis utile. Jennifer essaie de construire une vraie relation avec moi. Une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Mais toi, tu ne peux même pas admettre ce que tu as fait. Claire-Marie, tu ne le penses pas, absolument. Ne m'appelle plus. Ne te présente pas chez moi. C'est terminé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et cette fois, j'ai bloqué le numéro pour de bon. Mes mains tremblaient. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Tout l'air chassé de mes poumons. Mais sous le choc, il y avait autre chose. De la clarté. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais le problème. J'avais intériorisé leurs critiques. Leur dédain, leur message constant que je devais être plus accommodante, plus généreuse, plus disposée à me sacrifier. J'ai cru qu'être une bonne fille, une bonne sœur, signifiait accepter tout ce qu'ils me faisaient subir. Mais tout n'avait été que manipulation. Ils avaient vu mon succès, mon indépendance, et au lieu d'être fiers, ils avaient été menacés. Ils avaient voulu me rabaisser, me rappeler que je n'étais pas vraiment meilleur que juste parce que j'avais un doctorat, une maison de plage et une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Eh bien, je leur avais rappelé autre chose à la place. Je leur avais montré que le respect n'était pas négociable, que la famille était un privilège, pas un droit, et que j'étais parfaitement capable de m'éloigner des gens qui me faisaient du mal. Le lendemain matin, je suis allé à l'appartement de Jennifer. Elle a ouvert la porte en pantalon de yoga et sweatshirt trop grand, l'air surprise de me voir. Claire, est-ce que tout va bien? Je peux entrer? Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine et je lui ai tout raconté ce que Kevin avait dit. Son visage est passé par une série d'émotions. Choc, déni, et finalement une tristesse résignée. Je m'en doutais, a-t-elle admis doucement. Maman a tellement insisté pour que j'utilise ta maison ce week-end-là. Elle n'arrêtait pas de dire que ça ne te dérangerait pas, que nous te le devions après toutes ces années de soutien. Je savais que c'était mal, mais j'ai marché dans son jeu parce que c'était plus facile que de discuter. Elle nous a utilisés toutes les deux. Je sais. Je le vois maintenant. Jennifer m'a regardé avec des yeux cerclés de rouge. Je l'ai appelée hier soir après toi. Elle a essayé de me convaincre que tu étais dramatique, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était impardonnable, qu'elle avait blessé ses deux filles en nous montant l'une contre l'autre. Elle a pleuré et a dit que je te choisissais elle au lieu d'elle. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je choisissais l'honnêteté plutôt que la manipulation. Puis j'ai raccroché. Nous sommes restés en silence un moment. Puis Jennifer a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé de ne pas avoir été la sœur que tu méritais. Je suis désolé de les avoir laissés m'utiliser comme une arme contre toi. Je suis désolé aussi. Pour tout. Pouvons-nous recommencer? J'ai serré sa main. Nous sommes déjà en train de recommencer. 1 an après cet appel avec Kevin, ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. La maison de plage était devenue une sorte de plaque tournante pour mon groupe d'amis élargi. J'y avais organisé l'anniversaire de Mélissa, plusieurs retraites d'équipe de recherche, et même un petit mariage pour l'un de mes collègues. La propriété que mes parents avaient vue comme quelque chose à exploiter était devenue un symbole de la vie que j'avais construite, une vie basée sur des liens authentiques plutôt que sur des liens familiaux obligatoires. Jennifer s'était épanouie d'une manière qui nous avait toutes les deux surprises. Elle avait été promue 2 fois à l'hôpital, avait déménagé dans un meilleur appartement et avait commencé à fréquenter un homme gentil qui travaillait comme kinésithérapeute. Ses enfants étaient heureux, bien adaptés, et les rares fois où je les voyais, ils m'appelaient « Tante Claire » avec une affection sincère.
Kevin avait été libéré sur parole après avoir purgé 16 mois. J'avais entendu par Melissa qu'il travaillait dans un entrepôt, vivait dans une maison de transition et envoyait à Jennifer sa maigre pension alimentaire à temps. Il m'avait écrit une lettre s'excusant à nouveau, que j'avais lue une fois puis rangée. Je ne le détestais plus. Je ne pensais tout simplement plus à lui du tout. Mes parents avaient essayé de me contacter plusieurs fois par l'intermédiaire de parents, toujours avec le même message. J'étais têtu. Je devais pardonner et passer à autre chose. Ne pouvais-je pas voir que je déchirais la famille? Chaque fois, j'envoyais la même réponse par l'intermédiaire de la personne qui m'avait contacté. J'étais passé à autre chose très bien. Et si la famille se déchirait, peut-être devraient-ils examiner pourquoi c'était le cas. La maison au bord du lac dont ils avaient menacé de me déshériter. Ils l'avaient vendue il y a 6 mois pour couvrir des dettes que je n'avais jamais su qu'ils avaient. Apparemment, ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant des années, gardant les apparences tout en se noyant secrètement. Sans mon filet de sécurité financier, les prêts d'urgence que j'avais toujours fournis, les cadeaux que j'avais faits, ils avaient finalement touché le fond. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leurs difficultés, juste une reconnaissance silencieuse que les choix de chacun avaient des conséquences, y compris les miens. C'est un samedi de novembre que j'ai reçu l'appel qui a tout changé. J'étais à la maison de plage avec Melissa et 3 autres amis, préparant un petit rassemblement de Thanksgiving que nous avions prévu. Claire, c'est Jennifer. Papa a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital mémorial de Charleston. J'y suis allé seul, disant à mes amis de continuer les préparatifs du dîner. L'hôpital était lumineux et stérile, et j'ai trouvé Jennifer dans la salle d'attente de l'unité de cardiologie, l'air épuisé. Comment va-t-il? Stable. Ils lui ont fait une opération d'urgence. Il va s'en sortir, mais Claire, il te demande. Où est maman? Avec lui en ce moment. Elle ne sait pas que je t'ai appelé. Je me suis assise à côté de ma sœur. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne te demande pas de lui pardonner ou de faire comme si tout allait bien, mais il a failli mourir ce soir et il a peur. Quoi qu'il ait fait, quoi que maman ait fait, il est toujours notre père. J'ai pensé à ça, à l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait été si fier quand j'étais entré à l'université, qui s'était lentement transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais plus en vieillissant. Où cette transformation avait-elle commencé? Quand est-ce que la priorité aux apparences plutôt qu'à l'authenticité était devenue plus importante que le bien-être de sa propre fille? 5 minutes, ai-je dit. Je lui donnerai 5 minutes. Ma mère quittait la chambre quand je suis arrivé. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu, son visage passant par la surprise, la colère, et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Claire. Maman. Tu es venue. Jennifer m'a appelé. Nous sommes restés dans le couloir. 2 femmes qui avaient été si proches et qui étaient maintenant effectivement des étrangères. Je suis contente que tu sois là, a-t-elle dit finalement. Il a besoin de te voir. Je suis passé devant elle sans répondre. Mon père avait l'air petit dans le lit d'hôpital, diminué par les fils et les moniteurs. Ses yeux se sont ouverts quand je suis entré, et quelque chose comme du soulagement a traversé son visage. Claire, tu es venue. Je suis venu. Je suis désolé. Sa voix était faible, mais claire. Pour tout. Pour ne pas t'avoir protégé, pour avoir suivi les plans de ta mère, pour avoir choisi le confort plutôt que de faire ce qui était juste. Je suis désolé. J'ai tiré une chaise et je me suis assise. Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu laissé maman nous manipuler tous? Parce que c'était plus facile. Parce que lui dire non signifiait un conflit, et j'ai toujours détesté les conflits. Je me disais que je maintenais la paix. Mais en réalité, j'étais juste un lâche. Tu m'as blessé, papa, profondément. Je sais, et je ne peux pas le défaire. Mais je peux te dire que te voir partir, te voir construire une vie sans nous, m'a appris quelque chose. Tu as été plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Tu as choisi l'intégrité plutôt que le confort. Et j'aurais dû faire ça il y a des années. Nous avons parlé pendant 20 minutes et bien que cela n'ait pas tout réparé, cela semblait être un début. Pas une réconciliation exactement, mais une reconnaissance. Il ne pouvait pas défaire le passé et je ne pouvais pas l'oublier. Mais peut-être que nous pourrions trouver quelque chose de nouveau sur quoi construire. Quand j'ai quitté l'hôpital, ma mère attendait dans le couloir. Merci d'être entré, a-t-elle dit sèchement.
Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Mais Claire, je dois dire quelque chose. J'avais tort sur tout. J'ai laissé la jalousie et l'insécurité me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas, et je t'ai blessé à cause de ça. Je n'attends pas de pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je vois ce que j'ai fait. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui avait dépensé tellement d'énergie à contrôler les autres qu'elle s'était perdue elle-même. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, vaincue. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit, mais maman, il faudra plus que des mots. Il faudra du temps, du changement et des efforts constants. Si tu es prête à faire ça, alors peut-être qu'un jour nous pourrons déterminer à quoi ressemble notre relation, mais ce ne sera plus jamais ce que c'était. Je comprends. Je suis retourné à la maison de plage où mes amis m'attendaient avec de la nourriture chaude et des sourires encore plus chaleureux. Ils m'ont demandé si j'allais bien, et j'ai réalisé que oui. Pas parfaite, pas complètement guérie, mais ça allait. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je me suis assise seule sur la terrasse et j'ai pensé au voyage qui avait commencé avec moi me faisant hurler dessus dans ma propre maison. J'avais perdu beaucoup. La famille que je pensais avoir, la croyance naïve que le sang signifiait toujours la loyauté, le confort de ne pas faire de vagues. Mais j'avais gagné plus. Le respect de soi, des amitiés sincères, une sœur qui devenait enfin quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, et surtout, j'avais acquis la connaissance que je pouvais me défendre et survivre, et même m'épanouir. Kevin a purgé sa période de probation, travaillant à des emplois au salaire minimum. Sa carrière et sa réputation détruites au-delà de toute réparation. Sa relation avec ses enfants est restée tendue, limitée à des visites supervisées qui mettaient en évidence tout ce qu'il avait perdu par ses choix. La condamnation pour détournement de fonds le suivait partout, garantissant qu'il ne travaillerait plus jamais dans la finance ou l'administration municipale. Il avait vendu tout ce qui avait de la valeur pour payer la restitution, vivant dans un appartement miteux avec des meubles d'occasion, un rappel permanent de sa chute. Mes parents ont finalement déménagé dans un petit appartement. Leur rêve de retraite brisé par les dettes et la perte du soutien de leurs 2 filles. Ils ont suivi une thérapie sur l'insistance de Jennifer, commençant lentement à comprendre la toxicité qu'ils avaient créée. Bien que la relation facile qu'ils avaient autrefois prise pour acquise ait disparu pour toujours. Quant à moi, j'ai appris que parfois, la plus grande vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose de beau dans les ruines qu'ils ont essayé de créer. J'avais entrepris d'enseigner à Kevin une leçon sur le respect et les limites. Mais à la fin, c'est moi qui avais appris la plus grande leçon. Que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont on me traitait, mais par la façon dont je choisissais de réagir. En repensant à ce moment où Kevin m'avait hurlé de quitter ma propre maison, je pouvais le voir pour ce qu'il était vraiment. Pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une vie où je me mettais enfin en premier. Et alors que cette histoire s'évanouit doucement dans les ombres de votre esprit, se dissolvant dans les espaces silencieux où la mémoire et le mystère s'entrelacent, comprenez que ce n'était jamais juste une histoire. C'était un éveil, une pulsation brute de vérité humaine enveloppée de secrets chuchotés et d'émotions voilées. Chaque mot un éclat de réalité fracturée. Chaque phrase un pont entre les mondes vus et invisibles. Entre la lumière de la révélation et l'abîme sombre de ce qui reste non dit, c'est ici, dans cet espace liminal, que les histoires respirent. Leur magie la plus puissante agitant les chambres les plus profondes de votre âme, provoquant les peurs inexprimées, les désirs enfouis et les espoirs fragiles qui s'accrochent à votre cœur. Comme des braises fragiles, c'est le pouvoir de ces contes. Ces confessions numériques chuchotées dans le vide où l'anonymat devient le masque de la vérité et chaque spectateur devient le gardien de secrets trop lourds à porter seul. Et maintenant, ce secret, cet écho tremblant de la réalité de quelqu'un d'autre, devient une partie de votre propre récit ombragé, s'entremêlant avec vos pensées, éveillant cette curiosité indéniable. La faim insatiable de savoir ce qui se cache au-delà. Quelles histoires n'ont pas encore été racontées? Quels mystères planent juste hors de portée, attendant que vous les découvriez? Alors, accrochez-vous à ce sentiment, à ce fil électrique d'émerveillement et de malaise. Car c'est ce qui nous relie tous à travers le vaste réseau invisible de l'expérience humaine. Et si votre cœur s'emballe, si votre esprit s'attarde sur les « et si » et les « peut-être », alors vous savez que l'histoire a fait son travail, que sa magie s'est tissée dans la trame de votre être. Alors, avant de vous éloigner de ce royaume, souvenez-vous de ceci. Chaque histoire que vous rencontrez ici est une invitation chuchotée à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement, à embrasser l'obscurité et la lumière de la même manière. Et si vous vous êtes senti perdu,
Si vous vous êtes senti changé, même légèrement, alors honorez cette connexion en gardant la flamme vivante. Aimez cette vidéo si l'histoire vous a hanté. Abonnez-vous pour rejoindre la communauté des chercheurs qui poursuivent les vérités invisibles. Et activez la cloche, aussi. Soyez le premier à accueillir la prochaine confession, la prochaine ombre, la prochaine révélation qui attend de surgir des profondeurs. Parce qu'ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires. Nous les invoquons, nous devenons des réceptacles pour l'oublié, le caché et le non-dit. Et vous, chers auditeurs, êtes devenus partie de ce rituel sacré. Alors, jusqu'à ce que le prochain conte vous trouve dans les heures calmes, gardez vos sens aiguisés, votre cœur ouvert, et n'arrêtez jamais de chasser les chuchotements dans le silence. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance. Après avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui, peut-être qu'elle a soulevé de nouvelles questions dans votre esprit ou peut-être qu'elle a ravivé de vieux souvenirs. Chaque jour sur Reddit, de nouvelles expériences et de nouveaux moments créent de nouvelles histoires et elles nous relient tous. Chacun a son propre parcours unique dans la vie et nous essayons tous de comprendre le monde à notre manière. Ce genre de moment nous rappelle que nous sommes tous humains, parfois heureux, parfois tristes, et toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Vos pensées et vos commentaires sont toujours précieux pour nous car ils nous motivent à créer un contenu encore meilleur. Chaque histoire a son propre angle unique et notre objectif est de comprendre la perspective de chacun et de rendre notre contenu diversifié et pertinent. Des histoires comme celle-ci nous aident à réaliser que le parcours de la vie est différent pour chacun et en écoutant d'autres histoires, nous apprenons quelque chose de nouveau. Vous pouvez également partager vos propres histoires avec nous. Vos expériences sont précieuses pour nous aussi. Et si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser vos commentaires. Nous visons à créer un contenu qui illumine votre esprit et vous donne de nouvelles idées à chaque fois. Si vous avez déjà vu cette vidéo auparavant, vos commentaires sont toujours importants. Avec chaque retour, nous pouvons améliorer notre contenu et apporter une nouvelle perspective à nos spectateurs. Aujourd'hui, ce que nous avons vu n'était qu'une petite partie des nombreuses histoires partagées sur Reddit et à travers le monde. C'est un rappel de la façon dont nous essayons tous de comprendre la vie en partageant nos expériences les uns avec les autres. Cette vidéo n'était qu'un exemple de la façon dont nous essayons de nous connecter avec les autres par la narration, en apprenant sur différentes facettes de la vie. Nous espérons continuer à partager de telles histoires qui nous aident tous à apprendre et à grandir ensemble. Merci pour votre temps et n'oubliez pas de garder un œil sur d'autres histoires à venir bientôt. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez aimer et suivre pour plus de contenu incroyable. Votre soutien nous permet de continuer et nous nous efforcerons de vous apporter plus d'histoires qui suscitent la réflexion et réchauffent le cœur. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez curieux.